il faut bien comprendre que la plante, c'est une mèche. Vous savez, les mèches, hein, c'est ces cordons ou ces morceaux de tissu que l'on met entre un milieu où il y a de l'humidité et un milieu sec pour que l'humidité s'évacue. Et la plante est en fait quelque chose qui draine l'humidité du sol et la restitue à l'atmosphère. En fait, pourquoi ? Parce que au cours de ce processus montent aussi les sels minéraux exploités du sol. Alors, tu reviendras sans doute sur ces mécanismes, mais l'idée c'est que le flux d'eau dans la plante qui s'évapore, ça explique d'ailleurs qu'il fasse plus frais sous un arbre ou quand on met la main dans l'herbe parce qu'il y a de l'évaporation qui consomme de la chaleur. Ce flux d'eau dans la plante, c'est la montée en fait de la sève. Bien. Une fois que ceci est posé, ça veut dire que la plante va faire passer plus d'eau qu'elle n'en contient. Pour un géranium dans un pot, on compte 30 grammes par jour. Pour un hectare de forêt, on compte 30 tonnes par jour. Ce qui correspond à peu près à 3 mm d'eau sur tout l'hectare. Alors ça paraît énorme, hein, 30 tonnes par hectare et par jour, mais si vous raisonnez, on sait qu'il n'y a pas de forêt en dessous de 600 mm de pluie par an. 600 mm pour 200 jours de végétation, ça fait 3 mm. Vous y êtes, d'accord ? La limite, la nécessité de pluie pour avoir une forêt, ça reflète justement cette consommation d'eau de 3 mm d'eau sur tout l'hectare par jour. Donc c'est vraiment un flux important et ça veut dire que quand je vois une carotte dans mon assiette, l'eau qu'elle représente, ce n'est pas l'eau qu'elle contient. C'est très largement, avec un facteur 10 à 100, ça dépend des espèces et de la façon dont elles ont été élevées, c'est 10 à 100 fois moins que l'eau qui est passée dedans. Et c'est ça le problème de l'eau. C'est que c'est une eau en flux, c'est pas l'eau de l'aliment final. Bon, je pense que c'était clair pour beaucoup d'entre vous, mais il y a une eau virtuelle derrière nos aliments. Le deuxième point que je voudrais dire à propos de l'eau et de la plante, c'est que les plantes font pleuvoir. Ça, on l'oublie. Les plantes sont les premiers émetteurs de saloperies, si j'ose dire, dans l'atmosphère. C'est les premiers émetteurs d'hydrocarbures, de molécules, bien avant l'humanité, même actuellement. Alors évidemment, les écosystèmes sont sélectionnés depuis longtemps pour vivre très bien avec ce que les plantes émettent dans l'atmosphère. Mais parmi toutes les molécules qu'elles émettent dans l'atmosphère, certaines favorisent ce qu'on appelle la nucléation de la pluie. Alors, le record du monde absolu, c'est plutôt les algues du bord de mer en Bretagne, mais oublions-les, les plantes terrestres également font ça. Elles émettent des molécules qui fabriquent les gouttes d'eau, qui provoquent la formation des gouttes d'eau. Donc, quand on réduit trop la couverture végétale, on risque aussi localement de réduire la pluviométrie. Et donc, la plante est à la fois quelque chose qui restitue de l'eau à l'atmosphère, puisque l'eau est en flux dedans, mais aussi quelque chose qui amène l'atmosphère à essorer son eau sur les écosystèmes terrestres. C'est donc les deux fonctions que je voulais introduire. Et maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. L'eau de pluie, elle a une vertu, c'est que c'est de l'eau. Que n'a pas toute autre source d'eau ? Quand j'utilise de l'eau de forage profond ou de l'eau de rivière pour arroser, ce n'est pas que de l'eau. C'est de l'eau qui contient des sels minéraux. Oui, parce que l'eau de pluie, c'est de l'eau de condensation, ça vient de la vapeur d'eau, tandis que l'eau de rivière ou l'eau souterraine, c'est une eau qui a eu le temps de se charger en sels minéraux. Alors, en première approximation, c'est une bonne nouvelle, car on sait qu'une partie de ces sels minéraux que l'on a dans une eau d'irrigation qui ne vient pas de la pluie, ou qui vient de la pluie mais qui a été stockée dans un barrage, ces sels minéraux sont en partie une bonne nouvelle pour la plante, puisque justement la plante consomme une partie de ces sels minéraux. Le problème, c'est qu'on en amène, et on en amène. Alors, je vais essayer de vous illustrer le problème que ça pose d'une façon différente. Je pense que vous avez des plantes en pot. Par exemple, ce géranium dont on parlait et qui consomme 30 grammes d'eau par jour. Bon. Eh bien, ce géranium, rapidement, il va falloir le rempoter, n'est-ce pas ? Les plantes en pot, ça se rempote. Mais les plantes en forêt, ça ne se rempote pas. On ne leur change pas leur sol régulièrement. Pourquoi est-ce qu'il faut rempoter les plantes en pot et pas... C'est un geste qu'on fait tout le temps, on ne s'est jamais posé la question. Les plantes, dans la nature, on ne les rempote pas. Enfin, on ne change pas le sol. C'est simple. Quand vous arrosez, vous amenez des sels minéraux aussi, puisque l'eau, ce n'est pas de l'eau de pluie, la plupart du temps, c'est de l'eau du robinet. Ces sels minéraux, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Il y en a qui rentrent dans la plante. Mais il y a aussi tous ceux qui restent dans le sol. Parce que, vous savez, dans un pot, l'eau, elle s'évapore. Qu'elle s'évapore par le sol ou par le passage dans la plante, elle s'évapore. Donc vous reconcentrez petit à petit les sels minéraux. Et vous le savez, parce qu'il y a des encroûtements sous le pot. Et puis souvent, sur le pot, il y a une espèce de fleur, de revêtement un peu jaune-doré qui se forme à la surface de la terre du pot. C'est les sels minéraux qui se déposent, ça. Et rapidement, votre sol devient salé. Trop salé pour la plante,
même si c'est une betterave, il suffit d'attendre plus longtemps, hein. Et finalement, vous êtes obligé de changer le sol, parce qu'il est plus utilisable par la plante, il est trop salé. À la fois, le sel est toxique par lui-même, et puis comme il retient l'eau dans le sol, la plante n'arrive plus à aller chercher l'eau dans le sol. Il y a plein donc, de mécanismes qui font qu'un sol reconcentré en sel, il devient toxique. Alors ça, les grands problèmes de salinisation des sols qu'on a sont liés à deux choses. La première chose, c'est paradoxalement, les sols deviennent salés quand on coupe les plantes. Alors vous allez me dire, mais non, c'est bizarre, parce que quand on coupe les plantes, on diminue l'évaporation. Ah oui, mais quand on coupe les plantes, on diminue l'évaporation. Donc le niveau de la nappe phréatique remonte. Vous y êtes ? Il arrive presque à la surface du sol. Et là, l'évaporation part à toute vitesse. Et au point où ça s'évapore, du sel se dépose. Donc, quand on enlève la végétation, on remplace les mécanismes d'évaporation de la plante par une évaporation de surface, directement en fait en surface du sol, qui va déposer en surface du sol des sels minéraux. Et ça, c'est la salinisation de la plupart des sols en Australie, où il y a eu des dégâts terribles, qui sont liés au fait que vous avez des sols qui se salinisent, car vous passez de l'évaporation par la plante à l'évaporation directe en surface. Ça, c'est le premier problème de salinisation. 10% à 15% des terres agricoles, en gros. Le deuxième problème de salinisation, c'est justement celui quand on arrose avec une eau salée. Quand on arrose le désert, on peut rapidement créer une oasis, mais c'est de l'eau prélevée souvent en profondeur qui est pleine de sels minéraux, et au bout de 10-15 ans, votre sel devient trop salé. Qu'à cela ne tienne, la plupart du temps, on recommence à arroser ailleurs, et on nomadise comme ça, hein, parce que le désert, il est grand, mais quand on fertilise le désert quand on arrose le désert avec de l'eau qui vient de profondeur, on sale le sol et on bloque le système. Et ça, c'est un vrai problème. 10 à 15% des sols agricoles sont en voie de salinisation à cause de ça. Au total, vous avez 30% des sols agricoles qui, soit parce qu'on a coupé les arbres et la plupart des plantes, soit parce qu'on les arrose avec des jus salés, sont en train de disparaître. La solution, elle existe, elle est peu connue même des agronomes, et elle est peu connue notamment de ceux qui payent, qui financent, même en France, l'aménagement de systèmes d'irrigation. Il faut absolument qu'une partie de l'eau amenée s'échappe par en dessous dans le sol sous forme de ruissellement profond. Cette eau qui partira sous forme d'eau liquide emmène les sels minéraux et les draine vers les eaux et vers les océans, où d'ailleurs ça fertilise l'océan. Bon. L'idée, c'est que quand on amène de l'eau sans qu'il y ait une partie qui s'en aille sous forme liquide, ça ne marche pas. C'est ce qui se passe quand on arrose le désert, c'est ce qui se passe quand on arrose un pot de fleurs. Et quand on irrigue, il faut drainer. Ça, c'est un truc vraiment méconnu et qui fait que, donc, même en France, nous avons des sols qui sont en train, par suite de l'irrigation, de monter en sel. Pas à un point qui empêche les plantes de se développer à présent, mais si on se place dans le temps long, ces sols sont condamnés si l'usage ne change pas. Donc, j'en viens à ma conclusion, qui est qu'il y a une eau durable et une eau pas durable. L'eau virtuelle qui est dans les végétaux, et c'était le premier point que j'avais voulu vous montrer, cette eau, elle peut être amenée d'une façon qui va ou non permettre au sol d'être demain le même sol en termes de fonction. Et donc cette eau virtuelle, elle est, quelqu'un avait dit verte tout à l'heure, ou pas, hein, elle est verte ou pas, cette eau virtuelle, elle permet un fonctionnement durable de l'écosystème ou non. Et quelque part, moi j'attends le moment où il y aura sur l'étiquette la durée de vie du sol, en termes de salinité par exemple, hein, la durée de vie du sol dans lequel a été produit cette plante, si on continue à l'utiliser comme ça. Et vous verrez, c'est effrayant, car 30% des produits sont issus de sols qui vont mourir, enfin mourir, non, il y aura encore des microbes et autre chose dedans, c'est pas le problème, mais qui ne seront plus des sols agricoles. 30% de l'eau virtuelle de nos assiettes est une eau qui tue le sol.